Conflit de canards, on va pas se faire plumer. Conflit de canards, on va pas se faire plumer. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Guillaume. Juste avant de lancer votre émission Conflit de canards, voici le journal des mauvaises nouvelles. Faisons un point sur l'actu. Début octobre 2023, Gwen et Olivier, deux hommes en couple qui géraient un bar-épicerie dans un tout petit village du Finistère en Bretagne, ont décidé de fermer leur commerce suite à de nombreux propos et commentaires homophobes, ainsi que des dégradations dans leur établissement. C'était le seul commerce du village. Selon la préfecture de police de Paris, les agressions homophobes sont en nette hausse depuis le début de l'année par rapport à 2022, avec plus de 419 agressions, un petit peu plus sûrement depuis les dernières semaines. La préfète a rappelé devant le Conseil de Paris que des policiers référents LGBTQIA+, ont été désignés dans chaque commissariat de la capitale pour améliorer l'accueil des victimes et le traitement de la plainte. En septembre dernier, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme a dévoilé un plan national pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, avec notamment la formation de 100% des policiers et gendarmes d'ici mai 2024. En espérant que ça fasse évoluer les choses dans le bon sens, mais 100% des policiers et gendarmes acquis à la cause LGBT+, égalité homme-femme, perso, j'ai du mal à y croire. Aux USA, en ce mois d'octobre 2023, la purge des livres LGBT+, continue dans plusieurs états du pays. Et, fait insolite, en Alabama, un livre qui s'intitule « Read Me a Story Stella », c'est un livre pour enfants, a été classé dans la catégorie pour adultes, alors que le livre n'a absolument aucun rapport avec les LGBT+, les questions de genre ou de sexualité. Le livre parle uniquement du plaisir de lire, de plonger dans un bon livre. Alors pourquoi est-ce qu'il a été mal catégorisé ? L'autrice se nomme Marie-Louise Gay, G-A-Y. Le livre est mal catégorisé de par le nom de famille de l'autrice. On dirait presque une fausse info de type Gorafi, et pourtant c'est vrai. Au Royaume-Uni, début octobre, le Premier ministre Rishi Sunak a prononcé des propos transphobes lors d'un discours devant son parti, le Parti conservateur. And we shouldn't get bullied into believing that people can be any sex they want to be. They can't. A man is a man and a woman is a woman. That's just common sense. Alors, je cite: « Nous ne devrions pas nous laisser intimider en nous faisant croire que les gens peuvent choisir d'avoir le sexe qu'ils veulent. Un homme est un homme et une femme est une femme. C'est du bon sens », a-t-il déclaré. Alors, des propos inadmissibles, arriérés. Rishi Sunak veut tout simplement nier l'existence même des personnes trans. Au rythme où on va bientôt retrouver des bûchers sur la place publique, je vous le dis. Dans le même pays, encore de la transphobie. J.K. Rowling, l'autrice de la saga Harry Potter, persiste à dire que les femmes trans ne sont pas des femmes. Elle a même osé dire qu'elle préférerait prendre 2 ans de prison pour des propos transphobes et continuer de mégenrer des personnes trans. Elle n'a pas dû être dans la maison Gryffondor. A noter que le parti travailliste britannique, favori dans les sondages pour les élections législatives de 2025, songe à proposer une loi pour durcir les peines des personnes qui utiliseraient volontairement les mauvais pronoms pour désigner les personnes trans. Une petite bonne nouvelle en soi. On rentre en France, toujours ce début octobre 2023. Marion Maréchal Le Pen, qui va conduire la liste du parti Reconquête d'Éric Zemmour aux élections européennes de juin 2024, a déclaré dans une interview que l'Europe financerait et nourrirait une propagande woke, LGBT et islamiste. Des propos toujours irréfléchis qui ne servent qu'à faire monter la haine et aucune vraie proposition politique pour améliorer les conditions des citoyens et citoyennes. Je le redis encore, mais l'extrême droite n'a rien de bon et détruit beaucoup, donc on sait pour qui il ne faut pas voter. Éducation. Un groupuscule d'extrême droite, encore dis donc, qui se nomme Parents Vigilants, met sous pression les profs et les incite avec des menaces, des démonstrations de force, etc. pour pousser ces derniers à s'auto-censurer sur les sujets de migration, de minorité, de genre, de sexualité. Le groupuscule n'hésite pas à créer des fake news et propager du complotisme, encore une fois, pour faire monter la peur, la haine. Ce groupe refuse même l'enseignement en cours d'histoire de la Shoah, des mémoires de l'esclavage, de l'histoire coloniale, de la décolonisation, etc. Alors pour rappel, c'est un groupe créé par des sympathisants d'Éric Zemmour. Une prof de philo, Sophie Gigot, et autrice de plusieurs ouvrages sur les questions migratoires, a même dû être sous protection policière pendant quelques semaines, menacée par des militants identitaires. L'extrême droite, c'est le côté obscur de la force. Et je termine avec cette info. À Montpellier, des autocollants avec écrit « Zone anti-LGBT » ont été collés dans un quartier de la ville.
Les services municipaux les ont retirés. Alors, je voudrais juste faire un peu de prévention ici, en fait. Si, comme moi, vous essayez de retirer des stickers haineux que vous croisez en vous baladant, faites attention, s'il vous plaît. Derrière ces stickers, il y a parfois du verre pilé avec de la colle. C'est fait exprès pour blesser les personnes qui souhaitent les retirer. Donc, ne les retirez pas. Vous les signalez et au pire, vous les recouvrez avec d'autres stickers. Et encore, il y a beaucoup d'autres actus dont vous n'avez pas entendu parler, ni sur vos réseaux, ni dans les grands médias que vous suivez. Ce n'est qu'une sélection qui est faite ici pour vous y sensibiliser et que vous puissiez comprendre qu'il est important de soutenir les minorités. Ça ne fera pas de vous pour autant une personne LGBT+, évidemment. On ne va pas vous convertir à une sexualité différente de la vôtre. Mais si on pouvait vivre dans la paix et le respect, tout le monde aurait à y gagner. Il est temps de lancer l'émission Conflit de Canard. À vous le studio générique. Je n'ai rien contre les homosexuels, on les aime et c'est contre nature. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. On est envahi de gays. Ma fille joue au football quand elle avait 10 ans, je trouvais ça très mignon. Vous voyez, maintenant elle fait de la danse. C'est quand même un peu plus conforme à ce qu'elle est. Il ne faut pas évidemment les discriminer, ça existe. Mais je trouve qu'il y a un peu une épidémie aujourd'hui de transgenres, il y en a beaucoup trop. Le néo-féminisme est aujourd'hui une sorte de totalitarisme. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas, hein? T'aider. Ah, ça me rajeunit. Oh là là, c'est la décadence. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Conflit de Canard qui vous est proposée par l'asso Iva Sound Studio. Avant de vous présenter le sommaire, je ne suis pas seul autour de la table. Je suis Mario, votre hôte. À ma droite, il y a Clara. Salut Clara, comment vas-tu? Salut, ça va bien, merci. Donc moi c'est Clara, j'utilise les pronoms IL et elle. Et à côté de moi, il y a Lilith Queer Mika. Salut, moi c'est Lilith Queer, Mika dans le civil. Mon pronom est Yel, avec les accords neutres ou masculins. Je suis heureuse de vous retrouver pour une seconde émission. Je suis une personne trans, intersexe, autiste et non-binaire. En face de moi, il y a Eden. Bonjour tout le monde, moi c'est Eden. Mes pronoms sont elle, Yel. C'est un plaisir de faire une seconde émission ici avec vous. Et en face de moi, il y a Guillaume. Oui, bonjour tout le monde. Donc je suis côté régie, en effet. Mes pronoms sont il, lui. Et je suis également ravi de vous retrouver pour une seconde émission avec un thème qui va vous plaire, je pense. Mario, c'est à toi. Donc pour cette deuxième émission, on a pour invité Anne-Gaëlle Duvauchel et Éric Barbier, qui représentent l'association L'Autre Cercle, avec qui on discutera des LGBT+, dans le monde du travail, des discriminations et des solutions qui peuvent être mises en place. On va aussi vous parler d'une figure importante dans l'histoire, Alan Turing. On parlera culture avec des œuvres qu'on vous recommande et on terminera par quelques bonnes nouvelles. Notre émission s'intitule Conflit de Canard, les LGBT+, dans le monde du travail. Être une personne LGBTQIAP+, ce n'est pas facile. La vie au quotidien est un parcours d'obstacles. Souvent, on ne se sent pas en sécurité. Des discriminations physiques ou psychologiques peuvent exister, y compris sur son lieu de travail. À l'heure où la diversité est de plus en plus visible dans la société, dans les médias, dans les séries, les films, l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont toujours aujourd'hui sujettes à discrimination. Discrimination d'autant plus forte si les personnes sont non-binaires, transgenres ou genderfluides. Selon le dernier baromètre IFOP, L'Autre Cercle paru en 2022, 50% des personnes LGBT+, ont déjà entendu des expressions LGBT-phobes au travail. Plus d'un tiers des personnes LGBT+, ont déjà été victimes d'au moins une agression LGBT-phobe dans le milieu professionnel. Des LGBT-phobies en hausse qui soulèvent la problématique des difficultés d'évolution de carrière pour les personnes LGBT+. Un environnement LGBT-phobe ambiant trop sous-estimé par les non-LGBT. 26% des LGBT+, ont déjà été victimes de discrimination de la part de leur direction. 7 personnes LGBT+, sur 10 qui vivent en couple ont déjà volontairement omis de faire référence au genre de leur conjoint/conjointe au travail. Et 4 sur 10 ont déjà renoncé à participer à un événement organisé par des collègues ou leur entreprise. Cette autocensure des LGBT+, est très présente dans les milieux pro. Alors vous, chez vous, vous allez vous dire « Ce qui se passe dans la vie privée de ces gens, ça les regarde, on veut pas savoir ». Mais saviez-vous que ça impacte leur vie sociale, leur état psychologique, et que souvent, elles vont au travail avec la boule au ventre? Ça suffit, les blagues de bof suggestives et sexuelles. Ça suffit, les stéréotypes de genre et les clichés. Ça suffit de se sentir montré du doigt comme un animal dans un zoo. Nous devons tous, toutes, nous interroger sur les engagements des entreprises
et les différents moyens qui peuvent être mis en place pour lutter contre les discriminations LGBT+, et créer un environnement inclusif et respectueux. Car c'est avec du bien-être au travail qu'on arrive à mieux faire son job. Pour parler LGBTQIA+, et travail, nous recevons Anne-Gaëlle Duvauchel et Éric Barbier qui représentent l'association L'Autre Cercle Occitanie-Pyrénées. Bonjour Anne-Gaëlle et Éric. Avant de commencer, pouvez-vous nous dire quels sont vos pronoms ? Moi, Anne-Gaëlle, c'est le pronom qu'on veut bien me donner en me voyant. Car les personnes trans, comme moi, binaires, ne veulent pas être obligées d'imposer un prénom pour être reconnues. Et moi, c'est il. Anne-Gaëlle Duvauchel, vous avez été DRH et administratrice dans des grands groupes de télévision nationale, présidente du groupe d'études sur la transidentité, vice-présidente de la fédération L'Autre Cercle, membre du bureau du RAVAD, le réseau d'aide aux victimes d'agressions et discriminations à raison de leur orientation sexuelle, leur identité de genre et leur état de santé, mais aussi productrice et actrice conteuse du spectacle Et il devient, elle, dans la peau de la panthère, un spectacle qui peut être autobiographique, qui parle de transition de genre, et vous êtes consultante, formatrice et médiatrice pour les relations employeur-personne LGBTQIA+, notamment transgenre. Vous avez été mariée et vous avez eu 2 enfants. Anne-Gaëlle, comment allez-vous ? Eh ben, je vais très bien, je suis ravi d'être là. Parfait. Votre portrait est-il correct ? Souhaitez-vous le complémenter ou apporter des précisions ? Non, si on voulait tout compléter, on n'en aurait pas plusieurs jours, donc non, pour l'instant, ça va. Parfait. Éric, vous êtes adhérent et trésorier de l'Autre Cercle. Pouvez-vous nous en dire plus sur vous ? Donc, je suis maintenant bénévole à l'Autre Cercle pour adhérer à ces activités, à m'engager un peu plus. J'ai fait effectivement trésorier de l'Autre Cercle. Trésorier tout simplement parce que j'étais très longtemps contrôleur de gestion chez Orange. J'ai fait plus d'une 30aine d'années dans le groupe Orange, auparavant dans d'autres entreprises. Là maintenant j'ai un petit peu plus de temps parce que j'ai arrêté mon activité, donc je m'investis un petit peu plus dans des associations, entre autres l'Autre Cercle. Je suis quelqu'un qui est passionné de musique chorale. J'ai chanté pendant 2 ans et demi chez le chœur Mélomène à Paris, chœur gay. J'ai moi-même dirigé plusieurs chorales, j'en dirige une actuellement dans la région toulousaine, et donc je m'investis un petit peu plus aussi dans ces associations musicales. Avant de parler de l'Autre Cercle, l'association que vous représentez aujourd'hui, Anne-Gaëlle, nous aimerions vous poser une question personnelle. Vous pouvez ne pas y répondre. Vous avez attendu la fin de votre carrière professionnelle et que vos enfants soient grands pour entamer votre transition. Pourquoi avoir attendu ? Parce que avant les années 2000, de toute manière, c'était absolument pas possible. Il n'y avait pas de vie sociale possible pour une femme trans d'1m91, et même sur le 1m91, c'était impossible, de toute manière. Donc il a fallu attendre, de toute manière j'aurais attendu que mes enfants soient élevés, en tout état de cause. Donc double raison pour avoir attendu. À quel moment vous êtes-vous rendu compte que vous n'étiez pas en accord avec le genre défini à votre naissance ? Vers l'âge de 15 ans, à l'adolescence. Question pour vous deux. Vous êtes engagés dans les questions LGBTQIA+, au travail. Vous intervenez notamment au nom de l'association L'Autre Cercle. Pouvez-vous nous parler de cet asso ? Qu'est-ce que c'est et quelles sont ses actions ? Cette association, c'est d'ailleurs une fédération d'associations locales. C'est-à-dire que dans différentes villes, à Toulouse notamment, à Montpellier, à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, hélas pas partout, il y a une association 1901 locale qui s'appelle l'Autre Cercle, et il y a une fédération, et puis en Île-de-France aussi, et il y a une fédération au-dessus de ça. Donc voilà. Cette fédération est née il y a 25 ans à peu près, dans les années 1997, pour prendre exemple sur ce qui se passait en Allemagne à l'époque, où des entrepreneurs gays s'étaient un peu ligués, avaient fait un réseau entre eux, un réseau d'entraide, et notamment aussi pour employer des personnes gays et être un peu solidaires. Et l'idée a paru bonne à des collègues français qui, du coup, manquant un peu ça s'appelait le cercle je ne sais quoi, et les collègues manquant peut-être un peu d'imagination ont intitulé ça l'Autre Cercle. Voilà. Donc, d'où vient ce nom un petit peu particulier. Et depuis, l'idée, le but, la valeur, c'est d'aller vers un monde inclusif, selon la phrase finalement que vous avez très bien dit tout à l'heure, que dans la paix et le respect, tout le monde a y gagné.
Donc, il s'agit que tout le monde soit plus heureux. Et pour ça, évidemment, les premières années, on a surtout agi par des publications. On a fait des livres blancs, comme on dit, sur ce thème-là, puis des conférences, des rencontres. Et un grand tournant a été pris il y a une bonne dizaine d'années, avec l'idée de faire signer des chartes aux employeurs, privés ou publics. Les chartes par lesquelles ils s'engagent à regarder ce qui se passe à l'intérieur de leur boîte, repérer ce qui ne va pas en ce qui concerne le respect des personnes LGBT+, et y remédier. Donc, c'est parti doucement. Et puis, maintenant, chaque mois, il y a une ou deux nouvelles institutions qui arrivent. Nous avons à peu près 250 signataires de la charte. On a bientôt la moitié du CAC 40, mais aussi des petites entreprises, mais aussi les villes de Toulouse, de Paris, le département de la Haute-Garonne, qui vient de signer la semaine dernière. Et pour éviter quand même limiter un peu l'idée du pinkwashing, comme on dirait, c'est-à-dire que toutes ces structures ne fassent pas ça uniquement pour faire bien et faire joli. Cette charte n'est valable que 3 ans, elle doit être renouvelée avec des preuves d'avancée et de mise en action concrète. Et on est là, par ailleurs, l'autre cercle, pour les aider par nos conseils, par nos encouragements, par nos outils, à les aider à évoluer et à mettre des choses en place qui vont bien. Alors on a fait ça. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Oui, un petit peu pour compléter par rapport à mon expérience. C'est vrai, comme l'a dit Anne-Gaëlle, l'association L'Autre Cercle est née il y a plus de 20 ans, 25 ans. C'était à la base, je dirais, une sorte de Rotary Club gay, on va dire. C'est un peu parti là-dessus. Moi, je l'ai connu il y a une vingtaine d'années en région parisienne. C'est pas le truc qui m'a tenté de m'investir, bizarrement, parce que bon, un club d'entrepreneurs qui se favorise entre eux, enfin, je voyais pas le combat, en tout cas. Mais l'autre cercle a su évoluer, a bien évolué, s'est professionnalisé, a fait un gros travail déjà pour élargir le périmètre, parce que c'était un petit peu que gay et lesbien, donc c'est LGBT+, plus inclusif pour tout le monde, que se reconnaissent, a su se concentrer sur les combats où il fallait aller, a mis en place des choses, comme je l'ai dit, professionnelles, donc parce qu'on parlait à des professionnels, on essaie d'être référent par rapport à eux pour qu'ils soient à l'aise pour aborder ces questions d'inclusion dans le monde du travail et avec les collectivités locales également. Donc c'est tout ce travail professionnel qui a été fait avec des consultants, qui a été fait avec des organismes, qui tout d'un coup, là, je me suis dit, bon, là c'est intéressant, là il y a un combat, il y a un gros combat, un gros travail encore, de par mon expérience aussi professionnelle, où effectivement, j'étais chez Orange, c'est une société qui a signé la charte il y a une dizaine d'années, et effectivement, il y est passé plus de 30 ans, j'ai vu l'évolution dans la boîte. Ça s'est pas fait comme ça sur un claquement de doigts, mais il y a eu un travail de fond, il y a eu un travail de gens qui à l'intérieur ont milité, et en militant, Orange s'est sensibilisé, Orange a adhéré à la charte, Orange a fait des actions de visibilité, et c'est comme ça qu'on a pu être invité la semaine dernière à l'Orange Campus pour être en visibilité dans la semaine du coming out, avec une expo, avec des jeux de mise en situation, avec des tas de choses. Donc, pour compléter ce que disait Anne-Gaëlle, moi, c'est vraiment l'évolution d'une association qui au départ part d'un simple truc de businessman gay, et qui en fait, tout d'un coup, prend vraiment fait et cause pour la visibilité dans le monde du travail, avec des actions professionnelles et en parlant clairement et en faisant une institution avec ces boîtes-là. Ouais. D'autre part, il convient de préciser, on parle de professionnels, qu'il y a à peu près 400 adhérents à peu près à l'autre cercle, tous bénévoles, sauf 2. On n'a que deux salariés depuis quelques mois. Donc, en grande partie, l'autre cercle, ce sont des bénévoles et qui travaillent. C'est-à-dire qu'en plus de leur travail, dans la vie correcte, en plus de ça, animent et font les actions de l'autre cercle. Ça, notamment, c'est notre grand sujet, la charte. Mais après, on a notamment fait des brochures, des informations. On a fait des brochures sur les conseils sur gérer la transidentité pour les employeurs. On a fait des brochures récemment sur le rôle d'allié. On pourra peut-être en reparler. On a fait une brochure toute récente sur la visibilité des lesbiennes dans le monde du travail, parce qu'on s'est aperçu que finalement, même dans le monde de LGBT, les garçons prenaient plus de place que les filles. Oui. Et qu'il fallait faire un effort particulier pour pousser à une meilleure visibilité. Donc on a fait récemment un guide spécial qui s'appelle Voilà, visibilité des lesbiennes dans le monde du travail. On vous montrera tout à l'heure. Et donc tous ces guides sont très très appréciés, puisqu'ils sont liés à des conférences, on fait beaucoup d'animations. Un troisième outil très important, c'est les rôles modèles qu'on a mis en place depuis
4 ans. C'est-à-dire que chaque année, dans un grand événement national, on met au tableau d'honneur, en quelque sorte, une centaine de personnes qui sont exemplaires, qui donnent du courage aux autres, parce que soit c'est des entrepreneurs de haut niveau, des PDG, etc., qui sont gays ou lesbiennes et qui l'ont toujours vécu au grand jour et ça les a pas empêchés de grimper en haut de l'échelle, soit ce sont des activistes, entre guillemets, au sein des entreprises qui ont aidé à créer des réseaux internes. Il y a un réseau interne à Orange qui s'appelle Mobilise-nous. Il y en a d'autres dans beaucoup de grandes boîtes ont des réseaux internes LGBT qui les travaillent au cœur pour les faire évoluer. Et donc là, il faut des militants qui s'en occupent. Il y a des petites boîtes aussi. Et puis, il y a aussi des gens qui sont des alliés. Et c'est très important de mettre au tableau d'honneur des gens qui ne sont pas LGBT eux-mêmes, mais qui, là aussi, des grands patrons ou des moyens qui prouvent qu'ils mènent des actions tout à fait positives. Donc cet événement qu'on fait chaque année, on l'a fait dernièrement à Paris au Grand Rex il y a 15 jours, de plus en plus d'ampleur. Et là aussi, le but, c'est toujours pareil, de propager, de faire des conférences de presse, d'avoir des articles qui sont pris dans la presse. C'est fait en liaison avec la Tribune, par exemple. Donc on a des journaux sérieux économiques, enfin, qui reprennent toutes ces idées et les propagent au niveau des employeurs privés et publics. Pourquoi les entreprises doivent-elles se saisir des sujets de diversité et d'inclusion ? Pour plein de raisons. Pourquoi Parce qu'elles ont à gérer du personnel, que ce personnel doit se sentir bien dans son entreprise, qu'elle doit être exemplaire. Des fois, ils s'en rendent pas compte. Enfin, je veux dire, c'est l'inclusion, c'est pas que les personnes LGBT. Hein. Je dirais, c'est un problème beaucoup plus large. Ça peut être au niveau de la couleur de peau, ça peut être juste du sexisme. Enfin, il y a des tas de sujets au niveau professionnel qui sont à traiter. Nous, on est là que pour la partie LGBT, mais parce que la société évolue, parce que légalement, il y a eu le Pacs, il y a eu le mariage pour tous. Donc, il y a des tas de choses juridiquement qui sont reconnues. Et donc, il faut que la société, là, je parle de l'entreprise, eh bien, intègre ça dans ses statuts, règlements intérieurs. Donc, c'est sa gestion du personnel. Donc, tout ça, il faut l'intégrer. Ça va peut-être trop vite pour certaines personnes. Donc, c'est pour ça que nous, on est là aussi pour les aider, les accompagner, des RH, des préventeurs. Et c'est pour que moi, je dirais que pour que son personnel elle a tout intérêt à le prendre. Pour que son personnel soit bien et plus performant. Déjà ça, juste ça. Ce qu'on entend souvent de la part d'entrepreneurs, c'est « Ah non, c'est une affaire de vie privée, ça ne regarde pas l'entreprise ». Évidemment que ce n'est pas qu'une affaire de vie privée. La vie privée, pour tout le monde, elle est complètement présente dans l'entreprise. Quand sur son bureau, on a le photo de ses enfants ou de son copain, de sa copine. Quand à la machine à café, on parle de son week-end avec son mari, sa femme, etc. Évidemment, avec toujours un préconçu hétéronormé. Mais donc, la vie privée, elle est partout. Donc, on ne peut pas exclure ces questions-là. Et d'autre part, les statistiques prouvent que, d'abord, dans une population générale, il y a à peu près 8-10% de personnes LGBT, dans n'importe quelle population en Chine, en Colombie ou ici, qu'ensuite, dans le monde du travail, la moitié de ces personnes ne se révèlent pas par peur. Donc ça fait 50% de ces 8%, ça fait à peu près 4 ou 5% d'une entreprise qui dont les personnes sont obligées de se planquer, de pas se révéler. Donc ça veut dire que elles travaillent certainement pas d'une manière aussi épanouie, aussi efficace que si elles étaient pleinement libres. Certaines vont jusqu'à se priver de leurs droits sociaux pour ne pas dire qu'ils sont LGBT. C'est-à-dire qu'une personne lesbienne en couple ne va pas révéler sa compagne, sa femme sur la mutuelle, ne va pas réclamer 2 jours d'absence, etc., pour cacher qu'elle est avec lui, etc. Donc, ça peut conduire voilà. à Donc on peut aller jusqu'à ce genre de truc. Donc voilà. En même temps, c'est vrai que chacun est libre de le dire ou de ne pas bien le sûr. dire. Surtout quand c'est de la sexualité. Bon, quand c'est plutôt un changement de genre, c'est plus compliqué parce qu'il y a de la visibilité. Donc là, c'est sûr que c'est plus compliqué à cacher. Mais c'est vrai que dans une société idéale, on se dit, mais pourquoi j'ai besoin de le dire? Dans l'idéal, oui, ça serait bien qu'un jour, on n'ait plus besoin de le dire. Mais sauf que là, actuellement, il y a besoin de cette visibilité, il y a besoin de cette sensibilisation, il y a besoin de dédramatiser, il y a un tas de choses à faire dans le monde du travail. C'est là où il faut qu'on sensibilise les entreprises sur ces sujets pour qu'eux déjà l'abordent tout simplement. Nous, on a eu plein de témoignages la semaine dernière chez Orange où des gens se sont fait des angoisses. Il y a quelqu'un dans une équipe de techniciens, 2 ans après être embauché, a dit, maintenant je veux changer de genre. Comment on va le gérer avec nos techniciens? C'est au fin fond du Gers, c'est tout. Et en fin de compte, ça s'était mis plein de peur. Elle l'a géré et en fait, c'est passé comme une lettre à la poste.
Comme quoi, des fois, on se fait des frayeurs. Donc, il faut juste désensibiliser, communiquer. Et il y a ce travail-là à faire aux entreprises. Il ne faut pas qu'ils se mettent des freins eux-mêmes en disant, voilà, le sujet, on n'en parle pas, c'est privé. Non. Vous avez des gestions de personnel, vous avez des cas, et donc il faut qu'on mette ça sur la table pour que vous soyez serein par rapport à ça. Du coup, vous y avez légèrement répondu juste avant, mais on peut peut-être développer un peu plus. Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises de réfléchir à ces questions, du coup ? Moi, je vais faire une réponse. Il y a la carotte et le bâton, comme on sait. Hein. Le bâton, on va commencer par le bâton, c'est que une entreprise qui n'est pas vigilante sur ces points-là peut se faire accuser de discrimination, se faire attaquer au prud'homme. J'ai un cas précis dont je me suis occupé personnellement dans une grande entreprise de la région où un gars, après avoir subi pendant 20 ans dans son équipe des moqueries homophobes, parce qu'il disait pas qu'il était homo, mais tout le monde s'en doutait et n'arrêtait pas de l'emmerder avec ça, il a fini par faire une tentative de suicide. Après, il a attaqué la boîte au prud'homme. Bon. Donc, l'entreprise n'avait pas perçu ce cas, n'avait pas voulu percevoir ce qu'on peut appeler des signaux faibles quelquefois, et puisque c'était pas du domaine de l'entreprise, donc ça peut mal finir. Et on sait que sur la discrimination, il y a 25 ou 26 sujets de discrimination, donc parmi d'autres. Donc ça, c'est du côté du bâton. Du côté de la carotte, c'est que on a dit les employés, finalement, il y a même des entreprises qui ont pu mesurer quelque sorte la rentabilité de performance d'une entreprise où les gens sont bien, qui se sont révélés, et les autres. Nous, à notre cercle, parmi les gens qui ont signé la charte, les entreprises, on a pu démontrer, chiffre à l'appui, que c'est pas 50% des gens qui ne se révèlent pas, mais un peu moins de 40. Ça fait encore beaucoup trop. Mais il y a quand même une différence significative, déjà, entre des entreprises qui ont annoncé leurs valeurs, qui annoncent à leur personnel, voyez, on signe une charte, donc ça veut dire que chez nous, vous ne risquez rien. Alors c'est vrai qu'une entreprise qui a 100 000 employés à travers la France, le moindre de ses guichets, peut se passer quelque chose de très désagréable à l'autre bout du circuit. Bon, elle garantit pas tout, mais enfin, a priori, les gens qui sont en difficulté vont être en tout cas défendus, etc., etc. Donc c'est un signal qui est très important. D'autre part, c'est aussi une côté image de marque, bien sûr. Dans le côté négatif aussi, c'est que de nos jours, une entreprise qui serait accusée d'être homophobe, transphobe, etc., peut voir les consommateurs se liguer contre elle. Donc c'est très mauvais même sur un plan commercial de pas avoir une bonne image. Et puis il y a les talents. Il y a des gens qui vont, il y a des gens qui sont des talents, c'est les compétences qui comptent dans l'entreprise. Il y a que ça qui doit compter. Donc il y a des gens qui vont être très compétents, mais qui étant LGBT, ne se sentant pas bien dans l'entreprise, mais vont partir. Et là aussi, il est prouvé que le turnover des personnes LGBT est beaucoup plus grand que les personnes, je dirais, ordinaires. Donc, les entreprises sont de plus en plus conscientes de ça, surtout de nos jours, on veut de plus en plus des performances pointues. Et alors, dans le domaine de l'high-tech, etc., d'ailleurs, c'est là où on rencontre le plus de personnes peut-être LGBT plus libres, parce que là, ce qui compte, si on est un champion de la lutte contre les virus ou les attaques, on peut arriver dans n'importe quel accoutrement dans n'importe quelle identité, ce qui compte, c'est qu'on est capable de tuer le virus. Ça va pas être la même chose si on veut simplement transporter des caisses dans l'entrepôt, où là, il y a une concurrence entre les employés pour prendre cet emploi, et que l'entreprise ne prendra pas forcément l'employé qui va être un petit peu hors norme. Donc il y a évidemment des relations entre la compétence et le caractère rare et précieux de la personne et le fait qu'elle soit plus ou moins admise dans l'entreprise. Il y a tout ça qui compte. Personne n'est obligé de se dévoiler. C'est la vie privée, effectivement, mais 40%, ça fait quand même beaucoup quand on pense à tout ce qui se produit dans le cadre d'une entreprise qui appelle à dévoiler avec qui on est. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tiens, on fait une réunion avec les conjoints et les conjointes, un voyage, les colonies de vacances. Enfin, il y a 1000 occasions dans une entreprise d'être plus ou moins obligé de dévoiler un peu sa structure familiale. Et disons que, comme je disais tout à l'heure, la société a changé. Il y a juste 40 ans, c'était pénalisable d'être gay. Donc depuis, c'est dépénalisé. Depuis, on peut se marier. Depuis, on peut adopter et avoir des enfants. Donc toute cette société reconnaît la communauté LGBT. Sauf que dans l'entreprise, il y a des sociétés qui n'ont pas évolué à ce point-là. Et donc, maintenant, toute la communauté est plus en visibilité, donc plus vulnérable aussi.
Ça, on peut le lier avec les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure. C'est pas que les gens sont j'allais dire plus racistes avec les LGBT, mais enfin, c'est un peu le terme, plus violents avec les LGBT. Non, c'est juste la communauté est plus en visibilité. La communauté, maintenant, légalement, se sent plus serein. Maintenant, il faut qu'elle soit sereine aussi dans le monde du travail. Et c'est là où il faut les accompagner. Et ça plaît pas forcément à des gens que ce soit plus en visibilité. C'est pour ça qu'il y en a encore qui sont avec beaucoup de freins. Mais oui, donc il y a ce travail à faire. Donc les grands groupes l'ont compris. Depuis une dizaine d'années, les gros groupes signent la charte. Ont compris que pour être attractif, il fallait qu'ils fassent cette communication, cette inclusion au niveau des choses. Et puis elle crée des départements diversité, inclusion, etc. Il y a des associations internes. Donc les grands groupes l'ont compris. Ça, nous, le combat de l'autre cercle, on peut s'estimer heureux que ça a été assez bien accueilli par toutes les grosses sociétés. Maintenant, il y a toutes les PME. Il y a un gros travail à faire là-dessus, avec les collectivités locales. Maintenant aussi, ça avance aussi. Il y a des régions qui sont complètement là-dedans, puis il y a des régions, toujours pas. Donc, c'est important aussi. Des mairies aussi, des mairies de villes importantes et moyennes. Il y a ce travail encore à faire. Il faut que les gens comprennent, voilà, la communauté, c'est tout à fait légal maintenant. C'est légal. Donc, ouvrez vos yeux et apprenez à travailler ensemble, à travailler avec nous, et juste à nous considérer comme des personnes normales. Il y a rien droit à l'indifférence. Exactement. Donc oui, il y a encore un travail de fond. Sur les PME, je sais qu'Anne-Gaëlle a été déjà sollicitée sur une entreprise de travaux publics, je crois. Enfin, il y a un travail de fond encore à faire et on a encore du mal, nous, à être en visibilité avec ces entreprises. C'est le travail qu'on doit faire. Mais au niveau des gros groupes, donc ça se fait par étapes. Et malgré que la loi évolue, le travail dans la société reste à faire. Je me permets d'intervenir par rapport à ce que vous disiez, qui est, je trouve très joli, le droit à l'indifférence. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut revendiquer ce droit à l'indifférence tout en voulant des droits par rapport au fait qu'on soit... On peut pas encore. Moi, personnellement, je considère qu'on ne peut pas vraiment encore. Je suis passé par des phases de droit à l'indifférence. Je dis qu'on me foute la paix. Je veux dire, quand il y a 30 ou 40 ans, vous faites votre coming out au niveau personnel, et que ça a été peut-être difficile, pas simple, ça a dû demander des semaines, des mois, vous n'avez pas envie de revivre ça au niveau professionnel. Sachant que le coming out au niveau professionnel, dès que vous changez de service, de manager, d'entreprise, vous êtes obligé de recommencer. C'est là où vous dites, basta, moi j'ai le droit à l'indifférence là, je veux pas qu'on s'occupe de moi, je veux être invisible au niveau professionnel, je peux pas mener tous les combats. Donc moi je l'entends, j'ai vécu ça, je l'entends. Par contre, on s'aperçoit que quand même, quand on veut être en visibilité, ça fait avancer les choses. On peut pas exiger tout à tout le monde, mais c'est là où c'est pour ça qu'on a des rôles modèles, des alliés, parce que ces gens veulent être en visibilité et veulent que derrière, ça soit plus simple et plus facile pour d'autres personnes. J'ai pas trop compris ce que tu voulais dire, ta deuxième alternative, t'as pas terminé, t'as dit avant. Non, c'était pas forcément une alternative, c'est, disons que les premiers combats, on va appeler ça comme ça, c'était vraiment de revendiquer ce qu'on est, donc revendiquer la différence. Avec le temps, on revendique le droit à l'indifférence, donc c'est quand même un changement assez intéressant dans la terme de revendiquer ces combats-là. Comment ça se fait? Comment vous l'avez ressenti peut-être? Et pourquoi? Il faudrait un sociologue, plus que des personnes de l'autre cercle. Mais moi, je te dis, je témoignais par rapport à mon expérience personnelle. Mais oui, c'est vrai que dans l'absolu, on a le droit à l'indifférence dans le genre. On revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ça serait bien dans la société de ne pas avoir besoin de parler de sa sexualité pour être reconnu en tant que personne. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est toujours rapporté. Mais on n'en est pas encore là dans la société. Et puis, le droit à l'indifférence, il est valable s'il vient après le droit à la différence. Parce que si on va directement sur le droit à l'indifférence, ça veut dire que je m'intéresse, à la limite, c'est pour dire je m'intéresse pas, du coup on revient à la case départ. Moi, ce qui se passe dans mon entreprise, ça m'est indifférent. Vous pouvez être ce que vous voulez, moi c'est pas mon problème, c'est votre vie privée, basta, je m'en occupe pas. Mais ça m'est indifférent d'ailleurs que vous soyez qui vous voulez, mais moi, me parlez pas de ces problèmes. Donc ça pourrait, à la limite, en caricaturant. Donc il faut d'abord que les gens acceptent ces différences, pour ensuite que ça devienne, maintenant que les différences, je les ai reconnues, puis que je vois qu'elles existent, maintenant je les traite comme les autres, quoi. Enfin, il n'y a pas de cas particulier. Sinon, l'idée, c'est de ne pas faire de cas particulier de quiconque.
Oui, il y a aussi cet effet de non-connaissance. Je suppose que quand vous allez voir des entreprises, vous venez potentiellement pour signer une charte. Vous avez aussi... vous êtes, je pense, confronté à des murs, des fois. En fait, on démarche pas. D'accord. Non, parce qu'il faut que l'entreprise vienne à nous. Ok. Déjà, quelqu'un qui se pose la question dit voilà, je vous contacte parce que j'aimerais sensibiliser mon personnel. Ok. Et là, on rentre et on commence à le proposer. Oui. Mais on ne peut pas se permettre d'aller au forcing et faire du démarchage. On avance en tâche d'huile, comme on dirait. Donc, c'est pour ça qu'on se met en visibilité et que le travail avec les collectivités locales, c'est super parce que du coup, ça nous met en visibilité par les entreprises. Et tout d'un coup, on a des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir et disent votre sujet m'intéresse, j'ai envie que vous sensibilisez mes RH là-dessus. Et là, on intervient, là, on les accompagne. Mais on peut pas aller au force. Enfin, c'est, oui, bien sûr. Tu vois, parce que c'est ça la difficulté. Mais finalement, vu le nombre d'entreprises qu'il y a à évangéliser, je veux dire, pour l'instant, de laisser venir, ça suffit largement à remplir notre activité. Poudre, voilà. Quelque part, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, le bouche à oreille fait que petit à petit, ça s'étend. Les autres entreprises entendent parler justement des bénéfices qu'il y a en termes de fonctionnement, d'image, de bien-être. Et du coup, elles ont envie de faire comme les autres. Donc, quand on apprend que TF1, que Vinci, que Deloitte, que BNP, etc., que Toulouse a signé, qui se disent il se passe quelque chose. Il faut moi aussi que j'en fasse partie. Quelle forme prennent les discriminations en entreprise? Qui discrimine et pourquoi? Quelles peuvent être les réactions des collègues ou de la direction quand si elles se rendent compte ou apprennent qu'une personne est LGBT+? Alors là, il y a beaucoup de questions sur le sujet. Alors, que dire? Alors, c'est marrant parce que toutes tes questions, elles sont assez concentrées sur un jeu qu'on propose, sur le jeu AC. Ah oui, on n'en a pas parlé encore. On a un jeu de mise en situation qui, du coup, sur des situations qui sont un peu tendues, un peu touchy à mettre en place, ce jeu avec un système de dés, d'équipe, personne gagne, personne perd, mais c'est juste histoire d'échanger et de mise en situation où vous tombez dans un open space, au cafétéria et puis vous avez un jeu de questions. Voilà, tel collègue a telle attitude et moi, comment j'agis et par rapport à des cartes juridiques, sociales, et vous jouez. Et en fait, le but de ce jeu, c'est surtout de pouvoir échanger au sein d'une entreprise quand on l'anime. On l'a fait deux sessions chez Orange Tolosa avec 12 personnes et elles échangent là-dessus. Donc, c'est ça que on souhaite par rapport à cette situation. Vous assistez à un mec qui a été un petit peu injurieux vis-à-vis d'une fille parce qu'il a su qu'elle était lesbienne et que, du coup, il a fantasmé. Quelle est votre attitude? Alors, l'attitude, après nous, on n'est pas dans l'aspect de la défense. C'est sûr qu'il y a des conseils à faire, mais on est dans l'aspect du débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des cartes juridiques, vous avez des cartes RH, vous avez des cartes médecin du travail. Et là, ça engendre le débat, ça engendre les échanges. Effectivement, et du coup, ils se rendent compte que c'est marrant parce que ils sont tous ah non, mais là je peux. Ah non, mais c'est trop fort là. Tu crois que? Et puis ça engendre le débat. Et l'autre, il dit, attends, une main au cul, je suis désolé, mais direct l'avocat, quoi. Et voilà, ça engendre le débat, ça engendre l'échange. Donc, ça, c'est de leur sensibilisation, c'est verbaliser sur des situations qu'ils peuvent voir ou eux-mêmes être confrontés. Donc nous, effectivement, on joue là-dessus pour que ça ne doit plus se passer. Alors effectivement, moi, vous me demandez sur mes 40 ans de carrière professionnelle, est-ce que vous avez eu des propos homophobes dans votre carrière professionnelle? Oui, effectivement, surtout au début, j'en ai déjà entendu. Visé indirectement, parce que j'étais dans l'invisibilité. Donc, mais on savait un peu, donc c'est indirect. Mais avec le temps, il y a des choses à évoluer, et dans ma boîte, ça a évolué. Effectivement, ce genre de propos, je ne les ai plus eus. Mais ça ne doit plus exister. Il faut s'armer, et maintenant que tout est reconnu légalement, on a des armes pour se battre là-dessus. Il faut savoir qu'une société, à partir du moment où vous l'avez prévenu de votre transition, officiellement, que vous avez avec votre RH communiqué là-dessus, elle se doit aussi de vous protéger par rapport à des actes de harcèlement ou de violence qui pourraient être dans sa société. Elle est responsable de ça. Donc vous n'êtes plus seul, c'est ce qu'il faut savoir et c'est ce qu'on dit aux gens. Après, il y a d'autres associations autres de défense des travailleurs, des trans qui accompagnent, et nous on n'est pas dans ce travail-là, mais on responsabilise la société à dire attention. Maintenant que cette personne vous l'a dit, vous ne pouvez plus faire l'autruche. C'est impossible. Vous êtes responsable de ce qui se passera
dans son équipe, avec son manager, de tout ce qui risque de se passer. Donc c'est ça aussi qu'on sensibilise sur les choses. Et puis il y a différents, ça évolue aussi les discriminations. Je dirais il y a quelque temps, on voyait surtout les discriminations, je veux dire un peu grossières, évidentes et qui correspondent à la définition de la discrimination au sens strict. La discrimination, ce n'est pas l'agression. Souvent on met une agression anti-LGBT dans discrimination. Une discrimination, c'est une inégalité dans l'accès à un droit. Vous avez le droit de rentrer dans le club de danse, dans la boîte de danse, là, et puis à l'entrée, on vous discrimine parce que vous êtes noir, lesbienne, je sais pas quoi, non-binaire, etc. Et là, on vous donne pas le même droit à cause de ce critère. On est dans de la discrimination. Ou alors, dans l'entreprise, pendant longtemps, vous n'avez pas de promotion. Et tous vos collègues, ils ont eu des promotions depuis 10 ans et vous, votre carrière plate. Or, il s'avère que vous avez révélé que vous êtes lesbienne ou qu'on vous a admis, ou on vous a accueilli comme trans. On a dit, ok, trans, on va pas le chasser, ok, vous appréciez de vous vivez comme trans à l'intérieur de la boîte, mais comme par hasard, plus jamais, vous ne deviendrez pas chef de service, vous changerez pas de région, etc. Donc, c'est une discrimination, évidemment, là aussi, qui est un peu sournoise, mais qui peut éventuellement être prouvée. D'ailleurs, dans ce cas-là, il y a renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que le défenseur des droits dit à l'entreprise, prouvez-moi que Madame Untel, c'est pas parce qu'elle est lesbienne qu'elle n'a pas eu d'augmentation depuis 10 ans. Donc c'est l'entreprise qui se retrouve à devoir prouver la chose que c'est pas. Bon, il y a peut-être des raisons, elle est peut-être très très mauvaise, bon, mais ça peut arriver. Mais n'empêche, il faut qu'elle prouve. Donc il y a ce sens classique de la discrimination. Et jusqu'ici, effectivement, on pouvait demander au manager de veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. Bon, et ça, c'était, puis de dire, non, il n'y a pas de discrimination évidente, a priori, tout le monde est au droit, ok. Maintenant, il y a un degré supérieur auquel on atteint, qui est d'éviter le background, le climat un peu inconsciemment discriminatoire. Et là, c'est plus compliqué, ça vient, comme on le dit, de la suprématie dans nos consciences du modèle hétéropatriarcal. Le masculinisme, le schéma de la famille traditionnelle, etc. Et inconsciemment, effectivement, encore à l'heure actuelle, on va rencontrer une personne, une collègue, on va dire, et alors, ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Bon. Donc, on préjuge que, forcément, une femme est forcément hétéro, qu'elle a forcément un mari. Donc, on commence à prendre conscience que même cette phrase-là, elle peut être, finalement, remise en question et discriminatoire. Là, on arrive à des choses plus fines, plus subtiles, aussi de percevoir les signaux faibles. C'est-à-dire, ok, vos managers, votre équipe, elle a l'air de bien aller, là, mais voyez-vous, depuis quelque temps, là, ce jeune homme, là, dans son coin, qui a l'air de s'étioler, qui a l'air mal, quoi. Enfin, alors vous feignez de pas le voir, mais enfin, apparemment, il se passe quelque chose quand il y a une entre collègues, etc. Bon, voilà, tous ces signaux faibles et tous, maintenant, ce nouveau beaucoup plus subtil, qu'on peut appeler une sorte de discrimination, qui est dont on prend conscience. Donc, il y a encore tout ça, voilà. Afin de renforcer les actions de sensibilisation, de prévention, les entreprises sont incitées à agir via des réseaux, associatifs notamment, et sont incitées à signer une charte, mais pourtant ça ne suffit pas. Que faut-il faire de plus ? Moi déjà sur les entreprises qui signent la charte, en général, elles ont derrière une action à faire en interne, à faire dans leur entreprise. Et nous, on est là pour les accompagner, pour les inciter à faire toute cette communication, toute cette sensibilisation. Donc, au milieu professionnel, je pense que c'est déjà un bon début. Alors, quoi faire de plus ? Moi, je vois toute la partie formation que les entreprises ont, cette partie formation sur leur RH, leurs préventeurs, les managers. Franchement, il y a très peu, voire jamais, d'items sur la diversité, enfin sur l'inclusion LGBT. Et alors que peut-être un chapitre d'1 heure, 1 heure et demie, ça pourrait juste suffire dans une formation d'un manager, d'un RH. Donc c'est peut-être quelque chose comme ça qu'il faudrait plus imposer dans les sociétés pour que tout le personnel, au moins le personnel encadrant, sache accueillir une personne LGBT dans son équipe. Donc moi déjà, ce serait un pas qui serait énorme. Et effectivement, du coup, une société ou une PME qui n'a pas signé la charte, mais qui a dans son équipe, elle a envoyé son DRH sur une formation, et dans sa formation RH qui a été préconisée par toutes les sociétés de formation, dedans il y avait un chapitre sur accueillir une personne LGBT plus dans son équipe, et bien ça serait un pas énorme.
Là, Oui, déjà, donc, et ça ne se fait pas. C'est le truc qui ne se fait pas encore. Complètement. Oui. Après, elles sont demandeuses, mais quand elles sont demandeuses, on répond toujours. Et souvent, mais le c'est mettre dans qu'elles un ont- cursus voilà. sans qu'elles le demandent, Voilà, ça n'y est pas. c'est souvent qu'elles ont déjà en fait un problème. Cette fameuse entreprise qui a eu le cas de suicide et de prud'homme, après, effectivement, elle nous a demandé après d'intervenir et j'ai formé tous les managers, y compris le CSE, à ces questions-là, quoi. Et ils m'en redemandent. Donc, ils voudraient maintenant que je forme toute l'entreprise. Donc, on voit que ça peut faire tache d'huile. Récemment, le mois dernier, j'ai amélioré la formation de 120 agents de la mairie de Toulouse qui sont à l'état civil et à l'accueil dans les petits bureaux de mairie dans les quartiers, à l'accueil des personnes trans. Donc j'ai fait 6 sessions de 20 personnes à chaque fois pour, on y passant 3 heures à chaque fois pour faire comprendre à ces personnes ce que c'est, etc. D'ailleurs avec un très bon accueil, et des personnes qui déjà étaient sensibilisés, mais qui étaient dans la crainte de mal faire finalement, parce que quelquefois il y a un autre effet qui se passe, c'est que un employeur qui se retrouve devant un cas LGBT, notamment trans, peut se retrouver dans un état de sidération et presque de crainte, comme l'Indien qui voit une vache sacrée au milieu de la route et qui dit qu'est-ce que je peux faire, j'ai pas le droit de la bouger, etc. Et donc du coup faire aussi des maladresses par fait de pas comprendre et de crainte de mal faire. Donc il faut aussi décontracter tout le monde avec ça. Il faut que ces formations elles soient obligatoires. Parce que si elles sont pas obligatoires, sur un contact clientèle ou patientèle, ne viennent que les gens important. déjà convaincus d'une entreprise. Donc il y en a même qui vont pas y aller de peur qu'on les prenne pour des LGBT. Donc elles vont pas vouloir se montrer dans cette formation de peur qu'on. Donc il faut que ces formations soient obligatoires, effectivement, certainement pour certains types de population. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ce serait intéressant dans un premier temps que ce soit dans un cursus primaire, dans le sens des études, ou directement dans la formation une fois dans l'entreprise, une fois que ces personnes-là sont dans l'entreprise. Il y aurait les deux. Oui, Oui, les deux. Dans le cursus primaire, effectivement, parce que alors là, moi je suis hyper étonné que ce soit pas encore dans un cursus de formation du métier. Donc là, après dans le deuxième, parce que de toute façon, on a toujours besoin de piqûres de rappel, parce que les lois évoluent, les choses évoluent, et puis il y a toute cette génération de RH qui n'ont absolument pas été sensibilisés sur les sujets. Donc sur ce cursus de formation continue, ça devrait être rajouté. Effectivement, dommage que ce soit toujours pas dans un cursus de formation primaire, ça c'est clair que. Oui, et Anne-Gaëlle parlait aussi de la formation donc des agents par rapport au public, par rapport à une clientèle, par rapport à une patientèle. Et je dis patientèle parce que même dans le domaine médical ou paramédical, on voit qu'il y a un boulot énorme à faire sur l'inclusion. Enfin, il y a des secrétaires médicales qui ne savent pas comment accueillir une personne en transition ou LGBT, visiblement. Ils ne savent pas. Pourtant, on se dirait, mais quand même dans le domaine médical. Ah ben non, c'est pas acquis. C'est pas acquis du tout. Même à l'hosto ou à la clinique, c'est pas acquis. Quel genre d'action on peut mener en tant qu'entreprise ou juste en étant salarié pour améliorer les choses, prévenir, sensibiliser, ou si on est directement témoin d'une situation dérangeante ou qui dérape? Je réponds pour la situation dérangeante ou qui dérape. Le salarié doit réagir. On a parlé d'une augmentation de chiffres au niveau agression où moi je suis plutôt d'un côté optimiste, et pour moi c'est pas parce qu'il y a plus de gens qui détestent les personnes LGBT, non c'est pas vrai, mais pour moi c'est parce qu'on ne laisse plus passer, parce qu'on se met plus en visibilité et qu'on ne laisse rien passer. Donc effectivement il y a une augmentation de déclarations qu'on a été agressé ou autre. Et si on est témoin, on ne doit pas laisser passer, parce que là il y a rien de pire que le silence là-dessus. Le silence vaut approbation. Enfin, je veux dire, on ne doit pas laisser passer. Le silence, ça reste une violence. Hein. Aussi. Au même niveau. Aussi. Mais si je peux me permettre, ça peut être plus complexe. On a ça dans notre jeu AC, justement. Il y a un des cas où, je sais pas, appelons-le Antoine. Un de ses collègues l'a vu en ville, dans un dîner, avec quelqu'un qui est reconnu comme homosexuel. Il avait l'air d'être en très bon terme, et donc Antoine a été vu en tête à tête avec ce gars. Et du coup, le dénommé Antoine, le lendemain matin, sur son casier, au vestiaire, il voit écrit au feutre « sale PD ». Voilà. Donc cette situation, si l'employeur... alors peut-être personne d'autre ne l'a vu, en tout cas, on le sait, ou l'employeur, ça est venu à ses oreilles, mais peut-être que le Antoine en question, il tient pas du tout à ce qu'on en fasse une affaire qui fasse du bruit,
Parce que, qu'il soit homosexuel d'ailleurs ou pas, il tient pas forcément à devenir un cas et être une espèce que tout le monde va parler et qu'on va en quelque sorte la outer, puisque tout le monde va dénoncer que sur son casier, il y a eu d'écrit sale PD. Donc peut-être que l'Antoine en question, il veut surtout effacer vite, puis voir que personne ne l'a vu, parce qu'il veut rester planqué. Vous voyez, il y a de la complexité, n'est pas la solution. Hein. Donc on peut pas avoir une règle vraiment simple, absolue partout. Il faut toujours marcher dans le respect d'abord de ce que veut la personne attaquée. Quelquefois, il faut mesurer les avantages et les inconvénients d'avoir été attaqué, de se défendre, et puis que ce soit encore pire après, évidemment. Donc, il faut sous-peser avec beaucoup d'humanité et de finesse chacun des cas. Un autre sujet important pour les entreprises à l'heure actuelle, ça peut être de développer justement la notion d'allié. C'est-à-dire que de faire savoir dans les entreprises qu'il n'y a pas que les LGBT qui doivent se défendre et se manifester, que c'est l'affaire de tous et de toutes. D'ailleurs, comme un cas de grossophobie ou de n'importe quoi. C'est-à-dire que chacun peut pas dire, les grosses, elles se démerdent entre elles, les LGBT entre eux, et puis ils se débrouillent. On doit être solidaire, et quelque part, que toute personne dans l'entreprise doit finalement être au secours, en appui de personnes qui pourraient se retrouver dans des situations difficiles. Certaines entreprises, des grandes, font jusqu'à mettre, à l'occasion d'événements, des badges ou des colliers qui s'appellent alliés. Les personnes de l'entreprise exhibent et affirment leur statut de défenseur, d'alliés des personnes LGBT, ce qui, en même temps, d'ailleurs d'une manière subtile, veut dire qu'elles ne le sont pas. Ce qui veut dire que, non pas, pour certaines, ce qui serait lamentable, évidemment, mais la crainte d'être elles-mêmes qualifiées de LGBT, puisqu'elles sont officiellement alliées. Donc c'est à la fois un soutien et une sorte de mise à distance qui est assez subtile, mais qui peut fonctionner. Donc c'est très important de dire à tout le monde que tout ça c'est l'affaire de tout le monde, que c'est pas un petit lobbying interne qui se défend, mais que c'est tous les employés. Voilà une piste. C'est pour ça qu'on a fait ce guide justement sur les alliés, qui est assez complet, qui peut permettre justement qu'est-ce qu'un allié, comment on peut l'être, comment on peut développer son alliétude. On a inventé un nouveau mot qui est l'alliétude. Comment est-ce qu'on peut se procurer les guides de l'autre cercle ? Ils sont tous sur notre site en fait. Toute la documentation, vous allez sur le site de l'autre cercle et tant au niveau de l'exposition que la documentation, on peut se renseigner là-dessus. Pour des informations sur l'autre cercle, on peut nous contacter, avoir par adresse email. Et pour toutes les manifestations, on met tout en ligne. Vous intervenez dans des entreprises très différentes, de la grande société à la start-up, mais concernant les petites entreprises, la boulangerie du coin, etc., les actions à mettre en place sont-elles similaires ? Les réactions sont-elles différentes selon la taille de l'entreprise ? Alors, on est conscient qu'il y a un travail à faire sur les PME, même l'artisanat. On travaille avec les collectivités locales pour essayer, peut-être qu'un jour, on puisse au moins être visible sur un salon de l'artisanat, par exemple. C'est vrai qu'il y a le salon des boulangères pâtisseries. Pourquoi pas nous avoir notre stand Autre cercle avec notre exposition, être là en visibilité, et si des artisans veulent venir parler, on va en parler, être visible avec eux. C'est compliqué à nos niveaux associatifs de pouvoir avoir un travail exhaustif avec toutes les entreprises. Mais par contre, il faut qu'on trouve des idées de visibilité. Oui. Donc, pour le moment, on pense au salon professionnel. C'est comme ça qu'on pourrait toucher l'entreprise de plomberie, d'électricité. Enfin, c'est que comme ça. Si on avait une visibilité sur un stand, et donc on essaye de sensibiliser les collectivités locales sur le sujet en disant, si jamais vous faites un forum de l'artisanat, nous on aimerait bien juste avoir un petit truc. C'est une idée. Après, on est preneur de 2 idées. On discute à la fédération de l'autre cercle. Mais oui, il y a des actions à faire et on cherche comment les faire. Oui, pour l'instant, faut bien reconnaître, on est objectivement absent au niveau du boulanger, de la petite entreprise de plomberie, etc. On attend qu'on nous saisisse quelque part. Donc évidemment, si on avait un appel d'une boulangerie qui dise qu'il se passe ceci ou cela, on se ferait tout pour essayer de l'aider à gérer la question. Mais pour l'instant, ça s'est jamais produit encore. Donc déjà, si on réussit à atteindre le niveau des PME, il y a déjà un gros terrain à conquérir. Mais c'est effectivement en allant sur les salons professionnels qu'on pourrait, mais faut pas oublier, comme je le disais tout à l'heure, que on est surtout des bénévoles, que la plupart des gens travaillent, donc il y a peu de temps,
avec toi ou moi, maintenant on est à la retraite, c'est-à-dire qu'on travaille encore beaucoup plus que les autres. Mais, plus dans l'association en tout cas. Mais voilà, on n'est pas assez nombreux. À Toulouse, on est 10-15. Une vingtaine. Oui, une vingtaine officiellement, mais qu'il s'agit vraiment une dizaine. Donc, comme dans toute association, ça fait pas beaucoup. 10 personnes qui doivent prendre sur leur travail pour aller attaquer tout cette tissu d'entreprise, ça fait pas beaucoup. Mais c'est pour ça que grâce à vous, on est là autour de cette radio et que ça aide à faire connaître, à diffuser. Et je lance un appel aux boulangers, aux plombiers, aux pédicures de ne pas hésiter à. Mais oui, il y a un travail à faire sur ce domaine, c'est évident. Alors, on a fait un documentaire débat sur le conseil départemental vendredi. Une personne qui était à la restauration, donc la partie de bouche est importante, qui était hyper sensible sur le sujet, à dire vous avez ce sujet qui n'était pas du conseil départemental, qui était un sous-traitant du conseil départemental et qui est venu du coup au débat, qui assistait au documentaire avec une protagoniste qui était là, au débat qu'il y a eu. Voilà, on répond à des choses, c'est en se mettant en visibilité que on était au conseil départemental et on a touché des sous-traitants qui étaient au conseil départemental et une personne qui travaillait pour un de ces sous-traitants et qui était touchée par ce sujet-là et qui est venu, qui a vu l'expo et qui est revenu le soir pour voir le débat. On dit un peu, on essaie de rentrer par la porte, par la fenêtre, mais on essaie de rentrer, d'être en visibilité, de se faire voir, et pour que toutes les couches du milieu professionnel soient au courant et puissent accéder à cette information. Comment une entreprise peut mettre en avant le fait d'agir pour le bien-être de tous ses salariés, le fait d'être inclusif, sans faire du pinkwashing? Oui, c'est une bonne question, et justement, nous nous employons à essayer de l'éviter, dans la mesure où une entreprise, enfin, quel que soit le signataire de la charte, on ne se contente pas d'abord, avant qu'il signe, il y a quand même un processus de validation. Enfin, je veux dire, il y a une candidature à signer la charte. Et cette candidature, on l'examine. Et si c'est une entreprise qui manifestement arrive juste comme ça pour récolter un petit drapeau, on le voit tout de suite, et donc ça va pas. Donc il y a des entretiens préalables de où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de mettre en place. Nous avons des outils de diagnostic, d'ailleurs, et même d'autodiagnostic de l'entreprise, qui peut essayer par un QCM de prendre conscience de quel degré d'action elle est, et puis ensuite c'est sur effectivement un engagement de dire oui, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et comme au bout de quelques mois il faut re-signer, là aussi, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Bon, donc on essaie de border le truc avec évidemment certainement pas mal de trous dans la raquette, mais toujours est-il qu'au final quand même les choses avancent, même quelquefois, vous savez, le pinkwashing, finalement, il va en rester quelque chose. Comme on dit quelquefois dans d'autres domaines, calomnier, il en restera quelque chose, ou je ne sais quoi. Là aussi, c'est le pinkwasher, il est pris à son propre jeu. Malgré tout, ça fait quand même avancer. Parce que si on sait que telle entreprise connue, tel grand cabinet d'audit comptable, que telle ville a signé, que ça se sait, même si elle l'a fait au départ un peu comme ça pour se dire, elle est prise un peu à son propre jeu. Puis elle a quand même promulgué, elle a quand même fait savoir, lancé l'information à travers le monde. Donc, je dirais, c'est mieux que rien, presque. Mais évidemment, il faut que ça n'en reste pas là. C'est un peu là aussi notre travail, c'est-à-dire que, voilà, on nous contacte pour signer une charte. Nous, quand on dit OK, vous signez la charte, mais du coup, comment on va sensibiliser le personnel? Est-ce qu'on peut venir avec notre expo pour une semaine? Oui, OK, on a une action. Est-ce que vous pouvez organiser des sessions de jeu pour sensibiliser le ministère situation? Oui, OK, voilà. Et déjà, signature de charte, déjà on a 2 actions qui sont liées. Donc c'est comme ça qu'on évite ce genre de choses. Après, comme le dit Anne-Gaëlle, il y en a qui font du pinkwashing, qui sont pris à leur propre jeu, parce que du coup, nous derrière, on essaye tellement de communiquer que après ils sont obligés de s'investir un tout petit peu plus que peut-être que ce qu'ils avaient prévu. Mais voilà, c'est un petit peu notre jeu, notre action là-dessus. Donc pour finir cette interview, une dernière question. Quel regard portez-vous sur la société d'aujourd'hui? Quel est votre ressenti? On a combien de jours pour préparer? Je dirais une petite quinzaine. La société a évolué dans le bon sens. Voilà. Donc il y a eu des combats. Où des fois j'ai participé, des fois j'ai moins participé, pour différentes raisons.
Mais voilà, c'est dans le bon sens, mais on voit que il y a un travail de fond sur les mentalités qui est pas encore fait. Peut-être que ça a été un peu trop vite, peut-être qu'il faut passer. On dit des fois que pour que les choses mûrissent, il faut une génération. Vous êtes pour nous un peu la relève de quelque chose peut-être que nous on a peut-être moins de phobies, moins d'idées préconçues sur beaucoup de choses, et vous arrivez avec peut-être plus de choses acquises, et tant mieux. Nous, on a évolué dans le monde professionnel avec des choses beaucoup moins acquises, maintenant qu'ils le sont, et il faut pas les lâcher. Donc le combat, et en plus ce combat professionnel, il est un petit peu au-delà de la France, au-delà de la société, parce que on travaille dans des groupes quand même qui sont internationaux. Enfin, je veux dire, moi, le groupe Orange, il a des filiales en Pologne. Je sais très bien que des collègues en Pologne ne l'ont pas bien vécu par rapport à ce qui se passait ici. Ça n'a pas empêché le groupe en France de signer la charte en 2013, même si côté de sa filiale Pologne, la Pologne globalement n'était pas LGBT friendly, on va dire, hein, loin de là. Mais voilà, donc ça va au-delà vraiment de ce qu'on pourrait croire. Les implications sont énormes. Donc effectivement, même moi, pour le mariage pour tous, je me dis mais la France est hyper en retard. Elle s'était fait doubler par l'Espagne, par la Belgique, enfin par plein de pays. Donc voilà, il y a une Europe qui bouge, une société qui bouge globalement, une société mondiale globalement. Et ça fait peur à des gens, ça c'est clair. Pourquoi il y a des gens qui rétropédalent tout d'un coup, on voit des États aux États-Unis, enfin vous essayez dans vos bad news là. Voilà, on sent des choses qu'il y a des gens qui ça va trop vite pour eux et ils rétropédalent, mais après des fois c'est rattrapé par un mouvement de société. Il s'agit pas de faire une bataille, mais la société évolue et la société a besoin d'évoluer. Il y a trop de gens qui en ont souffert. Pour moi, qui suis toujours optimiste, je pense qu'on est sur le bon trend. Oui, moi aussi, mais je pense qu'effectivement, on est dans un stade où le balancier, je dirais, a beaucoup avancé, un peu vite et fort, quelquefois, notamment quand on voit le nombre dans ce qui concerne, par exemple, la transidentité ou la non-binarité, que tout d'un coup tout ça apparaît, surgit, semble surgir et à profusion pratiquement, ça provoque du coup des réactions inverses. C'est-à-dire que quand un phénomène n'est pas connu, s'il y a que 2 souris qui se baladent dans la pièce, il y aura un seul chat qui sera au courant. Maintenant, si tu as 100 souris qui sortent des trous, il va y avoir 100 chats qui vont arriver pour les dévorer. Donc, je veux dire que donc plus il y a de phénomènes connus, plus aussi ça suscite des gens qui veulent s'y opposer. Donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans ce cas-là actuellement et qu'il y a effectivement un peu un risque un peu de retour de balancier, mais comme tu dis balancier, comme tu dis, ça revient aussi dans l'autre sens. Mais actuellement, je dirais, il faut presque digérer cette espèce d'offensive, d'avancée qui a eu lieu notamment chez les trans et les non-binaires. Il faut que ça se digère pour pouvoir continuer. En tout cas, moi, je trouve que ça évolue plutôt bien dans tous les contacts que je sens partout, quoi. En tout cas, les employeurs sont très maintenant sensibilisés. Les grands employeurs. Je suis en train de m'employer personnellement à attaquer les PME, trouver le moyen de rentrer dans le milieu des PME. Mais quand on trouve des gens surchargés, des petits patrons qui sont débordés, qui voient déborder sur eux les déclarations fiscales, les machins, les trucs, les emmerdes qui retombent sur le nez, le pouvoir d'achat qui diminue, le chiffre d'affaires qui s'effondre, etc. Ceux-là, ils n'ont pas une seconde pour dire ah ben tiens, pendant un moment, je vais me demander qu'est-ce qui se passe chez les LGBT chez moi, à moins qu'il y ait quelque chose de brûlant qui se passe dans leur boîte. Et donc, c'est pas qu'ils le feraient pas, mais c'est qu'en fait, ils ont la tête dans le guidon, mais il faut du temps. Merci Anne-Gaëlle et Eric de nous avoir accordé cette interview. Vous pouvez retrouver les actus de l'asso L'Autre Cercle sur le site autrecercle.org et sur les réseaux. Vous restez avec nous pour la suite ? Avec plaisir. Avec plaisir. On passe à l'histoire d'une vie. C'est la chronique Il suffira d'un signe. Alors, je vais vous poser une question. Quel est le rapport entre les mathématiques, la marque à la pomme et la Deuxième Guerre mondiale ? Vous savez pas ? Non. Ok. La réponse se trouve en la personne d'Alan Turing. Alan Turing, c'était un mathématicien, un cryptologue. Alors, on ne parle pas ici d'études de cryptes de cimetière.
mais plutôt d'une science qui réunit la cryptographie, l'écriture secrète, et la cryptanalyse, c'est l'étude des attaques contre les mécanismes de cryptographie. Et on peut dire que c'est lui qui a fondé scientifiquement l'informatique. Alan Turing, il est né à Londres en 1912, il a fait ses études à l'université de Cambridge et a toujours été passionné par les sciences. Alors je vous passe les détails complexes, mais en mathématiques c'est une tête. Il est vraiment doué et révolutionne même la notion de calcul. Il présente en 1936 une méthode qui permet de résoudre un problème en utilisant la seule puissance de l'imagination humaine, une expérience de pensée. Dit comme ça, on pourrait penser qu'il est complètement perché, mais pas du tout. Cette expérience sera nommée plus tard la machine de Turing, preuve que c'était du concret. Et pourtant, cette machine n'existe pas, ce n'est pas un objet physique, c'est un concept abstrait. Mais c'est ce concept qui va permettre par la suite l'existence de l'informatique et la création des ordinateurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing a joué un rôle majeur. C'est lui qui a décrypté la machine Enigma, utilisée par les armées nazies pour communiquer, ce qui a permis un grand bond en avant vers la victoire contre l'Allemagne nazie et ses alliés. Après la guerre, Alan Turing travaille sur un des tout premiers ordinateurs et contribue au débat sur la possibilité de l'intelligence artificielle en proposant le test de Turing, qui consiste à mettre un humain en discussion textuelle à l'aveugle avec un ordinateur et en face un autre humain, dans le but de trouver qui est humain et qui ne l'est pas. On est en 1950 à ce moment-là. ChatGPT à côté, c'est 2022. Alan Turing est très clairement un visionnaire. Mais alors, pourquoi tu nous parles d'Alan Turing dans cette émission ? Parce qu'il n'était pas hétéro, Alan Turing. Il était complètement homosexuel. Il a été même condamné pour ça en 1952. Il a pu choisir d'éviter la prison en optant pour la castration chimique, réduisant sa libido avec beaucoup d'effets secondaires, prise de poids, effets psychiques démoralisants, impuissance, etc. Car à l'époque, l'homosexualité est, je cite, une indécence manifeste et de la perversion sexuelle. Heureusement qu'aujourd'hui, en 2023, on a pu avancer sur quelques points, même s'il y a encore beaucoup à faire pour changer les mentalités. Bref, tout ça pour dire qu'Alan Turing est une personne LGBT qui a eu une importance capitale dans l'histoire avec un grand H. Et la pomme dans tout ça ? En 1954, Alan Turing est retrouvé mort par sa gouvernante avec une pomme croquée à côté de lui. Pomme qui aurait été empoisonnée au cyanure. Et selon une légende tenace, qui n'est jamais encore avérée, le logo d'Apple, la pomme croquée et colorée entre 1977 et 1998, serait un hommage à Alan Turing. Sachant que cette pomme colorée représente très clairement les couleurs du drapeau arc-en-ciel. Et le tout premier logo d'Apple représente Isaac Newton appuyé contre un pommier, qui était lui aussi un grand mathématicien. Donc, faire un hommage à Alan Turing, ça peut faire sens. Pour terminer cette chronique, il a fallu attendre 2013 que la reine Elisabeth II signe un acte royal de clémence et qu'elle déclare que la condamnation d'Alan Turing était, je cite, injuste et discriminatoire. Puis-je rajouter une info ? C'est qu'il y a un film de cinéma qui s'appelle Imitation Game, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, peut-être 4-5 ans, et qui relate la vie d'Alan Turing. Tout à fait. On y jettera un œil. Il sera dans les sources, parce qu'il m'a servi aussi pour... Parfait. Merci Guillaume. On passe à la culture avec le Canard, nos recommandations à voir, à lire et à écouter, etc. Et on commence avec Eden. Je vous propose donc un événement se déroulant à Toulouse le mois prochain, le samedi 25 novembre pour être précis. Magic Man France, le nom de ce cabaret du coup, une dizaine d'artistes se succéderont au cours de la soirée afin de proposer un spectacle hors du commun. De plus, on aura la chance d'avoir la présence de Lova la Diva, célèbre artiste de Drag Race France, qui nous fera l'honneur d'un show époustouflant. Cette soirée s'annonce donc inoubliable. Ce type d'événement est très important pour la communauté LGBTQIA+, car il permet de pouvoir se retrouver dans une safe place le temps d'une soirée et garantit aux personnes queer d'être elles-mêmes. J'en parle aussi pour les gens qui n'ont encore jamais assisté à ce genre d'événement, car si cela vous intéresse, il me semble que ce soit un bon début. Je préfère prévenir d'avance, tout ceci n'est pas gratuit, comptez 25 € minimum par personne. Et bien sûr, on mettra le lien vers le site pour l'adresse, tout ça. Merci Eden. Clara, quelle est ta recommandation culturelle ? Du coup, moi je vais vous parler d'un dessin animé donc, qui est pour la jeunesse mais qui est tout public quand même. Donc c'est The Owl House, en français ça s'appelle Lusaosville. Donc c'est un dessin animé qui a été créé par Dana Terrace. La première saison, le premier épisode est sorti en 2020. Il y a 3 saisons, dont la dernière ne fait que 3 épisodes puisque le dessin animé a été annulé. L'histoire a quand même pu être terminée, mais elle a été écourtée. Et le dernier épisode est sorti en avril 2023. Donc c'est l'histoire de Luz, une adolescente qui a beaucoup de mal à rentrer dans les normes et qui va découvrir un monde magique qui s'appelle les îles bouillantes.
et qui va décider d'y passer l'été au lieu d'aller dans le camp de vacances censé un peu la remettre dans les normes. Voilà. Et du coup, elle va y passer l'été pour essayer de devenir une sorcière. Ce dessin animé, je l'aime beaucoup, c'est mon préféré, j'aime beaucoup les dessins animés, mais voilà. Parce qu'il y a énormément de représentations queer dedans. L'héroïne est bisexuelle, il y a une relation principale qui est saphique. Saphique, c'est des relations entre femmes, mais qui ne sont pas nécessairement juste lesbiennes, parce qu'une des personnes peut être bisexuelle et l'autre seulement lesbienne, c'est juste en général. Il y a des personnages non-binaires, il y a des personnages aro-ace aussi, c'est abordé et c'est très intéressant d'ailleurs à voir. Dans la VF, les pronoms neutres sont utilisés pour le personnage non-binaire, ce qui est très peu courant encore. Il y a beaucoup de messages d'acceptation de soi, d'acceptation des autres, et c'est la première œuvre de Disney vraiment créée par Disney, avec des personnages qui sont ouvertement LGBTQIA+, même si la créatrice a expliqué qu'elle avait un peu dû batailler, puisque évidemment, il voulait faire en sorte que ce soit pas aussi ouvert, mais ça l'a été au final. Je suis très très fan de ce dessin animé, j'avais envie d'en parler parce que moi je l'ai vu en tant qu'adulte et il m'a beaucoup plu. Tu peux rappeler le nom ? The Owl House, en français c'est Luz Houseville. Et ça passe sur Disney machin. Ouais, c'est sur Disney+, et c'est passé à la télé. D'accord. Ben, merci beaucoup Clara pour ton partage. Mika, tu veux nous parler d'un livre qui donne la parole aux concernés. Effectivement, je vais vous parler de la BD Reconnaissance, qui a été faite par Laurier The Fox. Elle est sortie en 2021. Ce livre combine 100 témoignages de personnes transgenres et non-binaires sur des petites et grandes victoires, mais aussi sur des discriminations et des difficultés que peuvent rencontrer les personnes au quotidien. Il redonne donc la parole aux personnes concernées pour que celles-ci puissent s'exprimer sur ce qu'elles vivent quotidiennement. Laurier The Fox, l'auteur, est un jeune graphiste transgenre. Son travail tourne généralement autour des problématiques LGBT, féministes, sociales. Effectivement, Laurier The Fox est donc une personne très engagée sur énormément de problématiques, sociales et contemporaines souvent. Il a fait plusieurs illustrations d'affiches pour des collectifs ou des institutions militantes. Il a illustré le livre « Je m'appelle Julie » de Caroline Fournier qui parle aussi de transidentité. Une diversité de profils et de vécus est décrite dans Reconnaissance. Nous retrouvons des personnes intersectionnelles, racisées, handi et queer. Cette diversité de représentation fait plaisir à voir et est très importante pour les personnes qui subissent plusieurs discriminations, car elles peuvent enfin se sentir comprises et légitimes. Plusieurs contextes sont abordés également. On retrouve des histoires qui se passent aussi bien dans les familles, à l'école, dans la rue, dans des assos LGBT. Et oui, il y a encore de la transphobie et de l'NBiphobie, même au sein de la communauté, mais aussi dans les lieux de culte et beaucoup d'autres. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vu que la problématique c'est le travail, on va s'intéresser à ce qui se passe au travail. D'après les témoignages, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de mégenrage, d'outing, de moqueries, d'insultes ou de discrimination à l'embauche à travers ces témoignages. Et effectivement, dans les chiffres, les personnes trans et non-binaires restent aujourd'hui encore une population précarisée à cause des difficultés d'accessibilité à des emplois stables, épanouissants et où elles peuvent être et le même. Alors, je conseille ce livre cependant à un public averti parce qu'il y a énormément de trigger warning, même si en première page du livre, on voit il y a la liste des trigger warnings et on voit les trigger warnings très bien. Les passages où il y a de la discrimination, de la transphobie et de l'NBiphobie sont colorisés en bleu, voilà, donc il y a même un code couleur, et les victoires sont en jaune, donc vous pouvez lire, vous pouvez passer les passages en bleu si pour vous ça vous met trop mal à l'aise. Ou, voilà. C'est quoi l'NBiphobie ? L'NBiphobie, c'est les discriminations que vivent les personnes non-binaires. Et tu peux rappeler le nom de l'œuvre ? C'est Reconnaissance. Merci Mika. Guillaume, tu vas nous présenter un jeu vidéo sur les questions d'identité de genre. Tout à fait. Le jour où je ne parle pas d'un jeu vidéo, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas que du mal dans les jeux vidéo. Certains peu connus sont clairement engagés et méritent un peu d'attention. Cette fois-ci, je voudrais vous parler d'un petit jeu, un tout petit jeu, qui s'appelle If Found. C'est plutôt un visual novel qu'un jeu en soi. Il est développé par le petit studio irlandais Dreamfield, et il est sorti en 2020. On est sur du dessin à la main, du crayonné animé très joli, très poétique, à travers lequel on ressent vraiment bien les émotions des différents personnages. Côté gameplay, le jeu fait avancer la personne qui joue à travers deux histoires entrelacées, l'une à l'âge adulte, l'autre à l'adolescence, tout en effaçant des pages de journal intime. Je vais pas dévoiler le lien entre les deux histoires, ni le plot twist, il faudra faire le jeu pour ça. Mais je vous propose de faire un focus sur l'histoire des ados.
On suit la vie de Cassio pendant 4 semaines du mois de décembre 93. Cassio, c'est une jeune femme transgenre qui vient d'avoir un diplôme à l'université de Dublin. Elle retourne alors dans sa ville natale et retrouve sa famille avec qui les relations sont tendues. Très tendues. Et la communication a du mal à se faire, causant beaucoup de stress pour notre héroïne, en plus d'avoir du mal à se conformer aux normes sociales. Après une énième dispute avec sa mère, Cassio fuit et retrouve un ami d'enfance qui lui propose de l'héberger avec le reste de son groupe, dans une maison abandonnée, un squat. Cet ami, c'est Colum, et il vit lui-même avec son petit ami, Jack, et un autre camarade, Chance. Et ils vivent ensemble pendant quelques semaines, en étant soulagés d'être avec des gens qui semblent se comprendre, et surtout s'acceptent telles qu'elles sont. Je ne vais pas aller plus loin dans le déroulé de l'histoire, mais If Found est un jeu qui parle d'identité de genre, d'expression de genre, de remise en cause d'identité, de non-binarité, de discrimination intrafamiliale. Le jeu est très court, en 2 ou 3 heures il est fait. Et je vous avoue avoir été très ému d'une séquence en particulier dans le jeu. Et je vous dirai pas laquelle parce qu'il faut faire le jeu. C'est un jeu vraiment sympa à faire et à faire connaître, dans lequel il y a de l'amour, des bisous, un concert punk, la planète Jupiter, du bonheur, de la confusion, et bien sûr un petit chien mignon quand même. If Found, il est à moins de 15 € sur Steam, mais j'ai fait quelques recherches là ces derniers jours, on peut le trouver à prix cassé sur Instant Gaming, il y était à 1 € en promo, donc 1 € le jeu pour ce genre de sujet, c'est quand même pas mal. Pour terminer, je voudrais juste souligner quelque chose que pour ma part je trouve important. Le jeu a été nommé dans la catégorie Game for Impact à la cérémonie internationale des Game Awards en 2020. C'est en gros la catégorie des jeux avec un message important, et les Game Awards, c'est LA cérémonie des remises de prix la plus importante dans le monde des jeux vidéo. Merci Guillaume. Pour ma part, je me suis posé une question récemment concernant Saint Sébastien. Comment un martyr chrétien a-t-il pu devenir une icône gay ? Tout ça en me basant sur l'histoire de l'art. Pour la petite histoire, aux alentours de 300 après Jésus-Christ, Saint Sébastien est enrôlé dans l'armée romaine et est nommé centurion, qui commande une centurie dans la Légion, soit 100 hommes. Mais Saint Sébastien a un secret. Non, il n'est pas gay. Il est chrétien dans un empire qui persécute sa religion, sauf qu'il ne peut s'empêcher de prêcher la parole divine, et notre petit Seb se fait gauler et condamné à mort, criblé de flèches. C'est ce martyr que les artistes vont représenter en masse, ou quand Eiren ou Irène vient le délivrer et le soigner. La première représentation de Saint Sébastien date de l'an 1000. À l'époque, il est représenté en vieillard et en saint protecteur des épidémies et ou de la guerre. Il faut attendre le 15e siècle, soit début Renaissance, pour redécouvrir les éphèbes antiques, un jeune homme ayant quitté l'autorité des femmes. Ainsi, le martyr passe progressivement de vieillard à jeune homme beau et musclé. Il n'est pas seulement rajeuni, il est mis en scène dans des positions lascives, sensuelles, voire sexuelles. D'autant plus qu'il est vêtu que d'un simple tissu qui ne tient que par la volonté de Dieu et qui dévoile plus qu'il ne cache. Son corps criblé de flèches ne l'empêche en rien de lever les yeux vers les cieux avec un regard d'adoration pendant qu'il semble être en extase. Très délire SM tout ça. Certains historiens ont même l'audace de comparer le fait d'être criblé de flèches à l'acte de recevoir la sodomie. Alors, je ne me suis jamais fait cribler de flèches, donc je ne peux pas témoigner du tout. De la Renaissance à nos jours, contemporains, les artistes ont été inspirés par ce centurion largement érotisé. Et, on ne va pas se mentir, l'acte de martyr est parfois bien oublié. Les flèches, c'est-à-dire... Ah oui, le martyr. Oh, c'est pas nécessaire, non? Si? Bon, je vais en mettre une ou deux alors. Que ce soit pour symboliser les violences homophobes ou juste pour le régal des yeux, la figure de Saint Sébastien s'est ancrée dans l'iconographie gay et a beaucoup inspiré, allant de l'écrivain japonais Yukio Mishima, photographié par Shinoyama en 1968, passant par Pierre et Gilles, Anthony Gayton et touchant même les dragues avec Aquaria. Mais cette figure, qui se voulait subversive par l'action de représenter une figure religieuse et de la sexualiser, est aujourd'hui questionnable de par sa représentation homonormative. On retrouve constamment un homme jeune, beau, musclé ou maigre, un tweak ou un twink en gros, et en très grande majorité blanc. Si Keith Haring réutilise en 1984 Saint Sébastien dans son rôle de base en tant que protecteur des épidémies dans les années 80, soit les années SIDA-VIH,
Il va être l'un des seuls à le représenter comme autre chose qu'un éphèbe. Si vous souhaitez contempler les œuvres représentant Saint Sébastien, vous pouvez consulter le site saint-sébastien.net où sont recensées 315 œuvres de 193 artistes différents, allant du Moyen-Âge à notre époque contemporaine. Vous avez même une frise chronologique pour avoir leur date. Vous avez peut-être une petite recommandation ? Mais ce qui a marqué à l'entrée du musée, il y a marqué « Suivez la flèche ». Tout à fait. Non mais j'ai un bouquin à signaler que j'ai lu il y a pas longtemps qui s'appelle « Le mythe de la virilité » de Olivia Gazalet. Je pense que tout le monde devrait lire ce livre. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Bon, on avait déjà parlé. Ensuite, en domaine artistique, je voudrais signaler sur l'agglomération le collectif Membre. Dans ce collectif, il y a notamment 2 comédiennes, Christelle Lehallier et Nathalie Pagnac, qui font un spectacle qui a été produit quelquefois, qui de temps en temps se produit, qui s'appelle Membre, et qui est absolument extraordinaire, à la fois hyper drôle et hyper bien vu en ce qui concerne la remise en cause du genre. Et je vous conseille vivement, si vous voyez passer ce spectacle, de ne pas le louper. Voilà. Par ailleurs, puisque on va peut-être pas se revoir d'ici là, je vais signaler que fin janvier, il y a un festival LGBT de cinéma qui s'appelle Diam, des images homo, qui dure une semaine, sur tout à fait fin janvier et demi-février, où il y a plein de films qui traitent des LGBT. Et je fais partie aussi de cette association. Et on peut aussi notifier que vous avez votre spectacle, Et il devint elle, qui sera joué le 18, 19, 20 janvier 2024 au Théâtre de la Violette. Oui, qui est à côté du métro Borde Rouge. Et là, c'est la transidentité comme si vous y étiez. Voilà. Et vous voyez sur scène se dérouler un parcours de transidentité, le bonhomme devenant au fur et à mesure une femme, au fur et à mesure qu'il raconte et qu'elle raconte son histoire. Et on y rit pas mal aussi. Et on ira loin. Très bonne phrase d'accroche. Pour terminer l'émission, quelques notes positives. Voici le journal des bonnes nouvelles. C'est le Canard Liké. Keyona, gagnante de la saison 2 de l'émission Drag Race France, est en une du magazine Elle. C'est une première pour une drag queen noire et ça fait plaisir. Marina Machete est la première femme transgenre élue Miss Portugal. Elle rejoindra donc Ricky Valericol, tenant du titre Miss Pays-Bas et transgenre également, pour le concours Miss Univers en novembre. Alain Soral a été condamné en Suisse à 60 jours de prison pour propos lesbophobes à l'encontre d'une journaliste qui l'avait traitée de grosse lesbienne. Ce 4 octobre 2023, la Cour suprême de l'île Maurice a déclaré inconstitutionnelle la loi ciblant les personnes LGBT. Par conséquent, l'homosexualité y est décriminalisée. Les LGBT-phobies dans le foot sont en recrudescence, mais la commission de discipline de la LFP, la Ligue de football professionnel, a sanctionné le PSG suite à la participation de 4 de ses joueurs à des chants homophobes lors du match PSG-OM du 24 septembre dernier. Ils ont reçu un match de suspension et la fermeture d'une tribune de supporters. Le Stade Rennais a aussi été condamné pour des chants homophobes et apparition de fumigènes en tribune lors du match Rennes-Nantes de ce 1er octobre. La LFP sanctionne le club de 70 000 € d'amende. La LFP est de plus en plus vigilante quant aux discriminations dans le foot, ce qui est une bonne chose, contrairement à la FIFA qui, elle, régresse dans la lutte des LGBT-phobies. On arrive au bout de cette deuxième émission Conflit de Canard. Merci de l'avoir écouté, merci de la partager. Merci à nos invités, Anne-Gaëlle Duvauchel et Éric Barbier, qui ont porté la parole de l'association L'Autre Cercle aujourd'hui. Retrouvez les autres productions Iva Sound Studio sur le site ivasoundstudio.com. On se retrouve avec la team Coin Coin le mois prochain pour une nouvelle thématique inclusive. D'ici là, aimez-vous et prenez grand soin de vous. À très vite, cordialement, bisous. Cette émission Conflit de Canard a été enregistrée en octobre 2023 et produite par l'association Iva Sound Studio. À la réalisation Guillaume P, à la rédaction et à l'animation Mario A, Eden B, Lilith Queer, Mika dans le civil, Clara L et Guillaume P. Cette émission est placée sous licence Creative Commons. Attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Suivez-nous sur ivasoundstudio.com et nos réseaux sociaux.